Je partage avec Vincent Vicard le fait que on est plus dans une accélération, dans un tournant, que dans une rupture, parce que les évolutions en cours étaient présentes déjà sous les administrations précédentes, sous Trump 1, mais évidemment sous Biden également. Et je pense qu'on est dans un point d'arrivée d'une crise profonde du capitalisme mondialisé, d'une crise systémique qui englobe naturellement l'économie dominante, le capitalisme dominant que sont les États-Unis. Mon premier point d'intervention portera sur la politique américaine, avec un petit regard en perspective. Euh, Cette politique américaine qui, en dépit des zigzags, des tâtonnements, présente quand même une certaine rationalité, euh, précisément quand on la met en regard de la crise structurelle de l'économie américaine. Et je traiterai ensuite de la fragilisation de l'Europe, parce qu'on ne peut pas parler de l'hégémonie américaine sans évoquer, je dirais, la servitude volontaire de ses alliés, et en particulier de l'allié européen. Fragilisation de l'Europe qui est affaiblie par son carcan libéral et par les dernières mesures de guerre commerciale, et par les choix des dirigeants hein, qui, pour l'instant, sont quand même incapables de remettre en cause la doxa dans laquelle ils enferment la construction européenne. Et puis, j'aimerais, pour terminer, évoquer quelques pistes sur lesquelles pourraient se rassembler les forces progressistes, parce que, comme ça a été rappelé, nous voulons comprendre le monde pour le transformer. Et donc, autour de quelles pistes pourrions-nous imaginer et agir pour construire un nouvel ordre international qui réponde aux besoins des peuples et de la planète? Alors, le premier point, capitalisme américain caractérisé par un hégémonisme et une crise. Euh, L'économie américaine, malgré les atouts de sa domination, qui lui permettent de repousser une partie des contradictions sur le reste du monde, est quand même rattrapée par la crise systémique du capitalisme dont Denis a rappelé les ressorts principaux. Donc, je ne m'étends pas, d'autant que ça sera évoqué, je crois, cet après-midi. Disons seulement que c'est lié à une suraccumulation énorme des capitaux et une crise de rentabilité euh, qui finalement se traduit par une, une efficacité de plus en plus faible de ces investissements, de ces capitaux, en raison des pressions très fortes sur les dépenses humaines de formation, d'emploi, de recherche, en raison de désastres écologiques, à un moment où justement les conditions technologiques exigent un développement sans précédent des capacités humaines. Donc, je n'insiste pas là-dessus. Je voudrais rappeler les deux piliers principaux de la domination américaine, de l'impérialisme américain. Ces deux armes majeures qui se renforcent l'une l'autre sont d'une part l'arme monétaire et d'autre part l'arme militaire et diplomatique. L'arme monétaire, évidemment, c'est le dollar, officiellement monnaie mondiale depuis la fin de la convertibilité or de 1971, décidée par Nixon, mais qui en réalité a commencé bien avant, dès Bretton Woods, puisque dès qu'il a été instauré comme équivalent à l'or, et Keynes l'avait bien montré, hein, qu'on rentrait dans une économie de domination du dollar. L'arme militaire, il faut quand même jamais l'oublier, c'est 800 bases, 77 pays avec 200 000 hommes et la domination d'une alliance, l'OTAN, qui réunit quand même 55% des dépenses militaires mondiales. Les deux armes se renforcent l'une l'autre puisque, avec la maîtrise historique de la monnaie mondiale,
Et pour reprendre l'expression euh, célèbre de Gaulle en 1965, cette monnaie qui donne le privilège exorbitant de financer les dépenses, leurs dépenses, avec une monnaie qu'il ne tient qu'à eux de créer, évidemment, ces dépenses financées par la création monétaire en dollars ont été d'une part des dépenses privées des multinationales américaines qui commencent à se déployer au milieu des années 60, au début des années 60 même, et qui dominent le monde et qui le dominent en particulier aujourd'hui dans les secteurs de la finance, du numérique et des réseaux. Et d'autre part, ce sont des financements, des dépenses publiques pour assurer la fonction de gendarme du monde. Et la domination militaire, diplomatique et politique qui en découle euh, est le support, évidemment, permet, disons, en retour d'exercer des pressions sur nombre d'États pour qu'ils acceptent la soumission au dollar, fût-ce contre l'intérêt de leur peuple. Donc, je pense que ces deux atouts sont évidemment les piliers qui ont permis à l'impérialisme américain de se déployer dans le monde entier. Alors, mais néanmoins, malgré ces privilèges, malgré un taux de croissance qui a été beaucoup plus élevé aux États-Unis que dans l'Union européenne, hein, par exemple entre 2010 et 2023, le taux de croissance cumulé du PIB atteint 34% aux États-Unis face à 21% dans l'Union européenne. Malgré ces privilèges, les effets systémiques de l'accumulation du capital et de sa crise créent de profonds déséquilibres dans l'économie américaine. Il y a d'abord une crise sociale profonde sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais qui est quand même sérieuse, avec des inégalités croissantes, un délabrement des services publics, des infrastructures, des accès aux soins très problématiques, puisque 55% des Américains seulement se déclarent à l'abri des coûts médicaux, qui sont d'ailleurs très élevés parce qu'il y a un système privé de santé, euh, les problèmes de santé publique que sont les addictions aux opioïdes, l'obésité et une société très violente. La société américaine ne va pas bien. Mais je veux insister, évidemment, puisque c'est notre sujet, sur les aspects économiques qui sont le déficit commercial, le déficit budgétaire, les jumeaux, on a l'habitude de les appeler. Le déficit commercial, euh, je vais pas en parler longtemps puisque ça a été évoqué. Euh, le déficit commercial augmente très fortement en corrélation avec la stratégie d'implantation des multinationales en Chine dès l'entrée de la Chine dans l'OMC, c'est-à-dire en 2001. Puis il y a eu d'autres paliers, notamment après la crise de 2008, après la crise financière de 2008. Mais la Chine est donc devenue une base de profit majeure pour les multinationales américaines. Et on voit bien qu'elle reste aujourd'hui un enjeu stratégique majeur, puisque il y a non seulement des activités de production, mais des activités de recherche qui sont fortement délocalisées. Et on voit comment Apple a fait pression très rapidement sur Trump pour qu'il revienne un peu en arrière, tant les intrants chinois, les productions en Chine sont indispensables à Apple. Ce n'est pas tant, me semble-t-il, le déficit commercial qui pose problème aux dirigeants américains parce qu'il est quand même assez largement compensé par des entrées de revenus, les entrées de revenus de brevets, les revenus financiers, les dividendes, les entrées de capitaux de portefeuille. Euh, et donc la balance des paiements est moins déficitaire que la balance commerciale, mais ce qui les inquiète, c'est la remontée des chaînes de valeur de la Chine, hein, de la production à l'ingénierie et la recherche. Et il y a donc une véritable course de vitesse pour le leadership technologique.
On le voit notamment pour les nouveaux produits, pour l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les voitures électriques, le nucléaire quatrième génération. Et d'autre part, ce qui inquiète les dirigeants américains, c'est évidemment l'organisation d'une zone de commerce hors dollar avec les BRICS et même une zone qui projette la dédollarisation de l'économie. Le déficit budgétaire, il est très important, il explose sur la fin du mandat Biden parce que Biden, lui, a recherché l'hégémonie américaine, il a cherché à consolider l'hégémonisme menacé par une politique budgétaire expansionniste, hein, que Vincent a rappelé, financement d'investissements massifs. Il a rappelé l'IRA, Inflation Reduction Act, de 400 milliards de dollars. Et il y a eu deux autres plans. Bref, donc il y a une explosion du déficit budgétaire. Et même pour le pays qui détient le privilège de la monnaie mondiale, euh, un déficit budgétaire pose des problèmes précisément pour préserver le statut de monnaie mondiale. D'abord parce que le déficit public alimente le déficit commercial, c'est pourquoi on les appelle d'ailleurs les déficits jumeaux. Hein. La dette pousse à la hausse des taux d'intérêt qui font entrer des capitaux, ce qui augmente le taux de change du dollar et donc ce qui dégrade le solde extérieur. Et puis, je crois que c'est l'aspect le plus important, le cours du dollar dépend largement des achats et des ventes des non-résidents américains et il y a évidemment toujours, comme une épée de Damoclès, le risque d'une crise de confiance et d'un effondrement du dollar. Et c'est là que se situe l'équation complexe pour les dirigeants américains. Essayer de contenir l'élévation du taux de change du dollar sans pour autant provoquer un effondrement qui aurait des effets mondiaux cataclysmiques et qui remettrait en cause son statut de monnaie mondiale. Et c'est une équation d'autant plus difficile que aujourd'hui, euh, les marchés monétaires et financiers sont largement incontrôlables avec des comportements moutonniers qui amplifient les variations. Donc, il n'y a quand même pas de pilote sur les marchés financiers, même si euh, les banques centrales, elles l'ont fait en 2008, elles peuvent le refaire, seraient prêtes, n'en doutons pas, à inonder, à soutenir par la création monétaire massive des cracks financiers et monétaires. Donc, quel est le but de l'administration américaine aujourd'hui? Mais je crois que rien n'est plus intéressant que d'écouter le chef économiste de la Maison-Blanche, Stephen Mayran, qui, en s'adressant aux alliés capitalistes, dit Organise, organisez avec nous la baisse maîtrisée du taux de change du dollar, comme les accords du Plaza, puis ceux du Louvre, pour que nous exportions plus et engagez-vous à acheter plus de produits américains. Dans le même temps, achetez nos bons du Trésor, dont nous pourrions étendre la maturité à 100 ans, voire rendre perpétuelle. En contrepartie, puisque vous soutenez ainsi l'effort militaire américain pour le monde, je cite, libre et démocratique, nous assurons votre protection, votre parapluie militaire. Autrement dit, aidez-nous à avoir un dollar suffisamment bas pour conquérir des parts de marché mondiales. Mais défendez le statut de notre dollar, monnaie mondiale, en finançant notre budget public, avec des bons du Trésor que nous ne rembourserons pas, 100 ans de maturité. En échange, notre protection militaire. Sauf que Trump exige en même temps que les pays de l'Union européenne financent de plus en plus eux-mêmes leurs dépenses militaires et que par ailleurs, on sait bien que les entrées de capitaux aux États-Unis ne financeront pas que les dépenses militaires, mais les dépenses technologiques, informationnelles, les dépenses en services publics, dans le but d'une nouvelle ère de domination technologique sans partage des Américains. Voilà, donc je conclus sur cet aspect de la politique américaine en évoquant peut-être les contradictions au sein de la classe dirigeante américaine sur l'orientation.
Mais ce sont des contradictions qui opposent, il me semble-t-il, stratégie à moyen terme, qui est celle de Trump, et le court-termisme des groupes financiers, des intérêts financiers. Trump espère consolider le leadership états-unien à moyen terme, il a une stratégie de moyen terme, quitte à provoquer des turbulences immédiates qui vont faire plonger les concurrents, en comptant sur le fait que l'économie américaine s'en sortira finalement mieux que les autres et retrouverait, par l'effet des avantages comparatifs, une assise solide de sa domination. Les effets directs à attendre sont un effet récessif mondial, bon, dont il est quand même difficile de prévoir l'ampleur parce que cela dépendra, comme l'a bien montré Vincent, des négociations commerciales qui sont en cours, des réorientations de flux. Il peut y avoir quand même un krach financier, mais là encore, l'incertitude est totale. Et je crois que le pari de Trump, c'est surtout provoquer l'entrée massive de capitaux aux États-Unis, hein, en investissement direct. Et de ce point de vue-là, on a quand même l'impression que les grands patrons euh, d'Europe et d'ailleurs se précipitent, hein. C'est quand même, ça semble être la ruée vers l'Ouest. D'autre part, des investissements de portefeuille pour financer le budget américain, euh, puisque le financement de la dette américaine dépend largement de non-résidents. Et donc, les deux risques sur lesquels d'ailleurs Trump a réagi en réajustant à la baisse ses mesures, les deux risques pour lui, c'est évidemment la dépendance extérieure des multinationales et la hausse des taux d'intérêt des bons du Trésor. C'est face à ces deux menaces qu'il a réagi très vite en réduisant, mais comme Vincent l'a montré, je pense que s'il a réduit les objectifs quantitatifs, il va rester ferme sur l'intention d'un relèvement durable des droits de douane. Je dispose de combien de temps encore? De 5 minutes. Ah, alors je vais passer très vite sur la fragilité de l'Europe pour quand même développer un peu plus quelques propositions, quelques pistes. La fragilité de l'Europe, eh bien, elle est entre le marteau et l'enclume, selon l'expression d'Yves Dimicoli, entre Chine et États-Unis. Et cette fragilité, elle est liée évidemment à sa fragilité structurelle. Euh, Son décrochage industriel et technologique évoqué par le rapport Draghi a évidemment des conséquences commerciales euh, qui sont notamment le fait qu'elle dépend beaucoup pour ses propres exportations des intrants américains et chinois. D'où la possibilité qu'elle subisse des sanctions américaines pour ses exportations, euh, dans la mesure où elle incorpore des technologies chinoises. Et puis, il y a le risque, évidemment, de la pénétration des produits chinois euh, liés au blocage des frontières américaines. Il y a le problème de la situation allemande, de la crise du modèle industriel allemand qui a des répercussions sur l'ensemble de l'Europe. On pourra peut-être y revenir dans la discussion, euh, mais qui montre que finalement le comportement mercantiliste de tout à l'exportation du modèle allemand, euh, appuyé sur des politiques antisociales, se retourne contre son efficacité. Il y a des besoins énormes d'investissement publics et privés, auxquels d'ailleurs Merz répond par un plan de 500 milliards d'euros et en faisant sauter le frein de la dette, le frein constitutionnel de la dette. La faiblesse structurelle de l'Union européenne, c'est évidemment son enfermement dans le carcan libéral, politique d'austérité, politique de la concurrence et un euro qui n'a jamais été au service
des réponses à la crise environnementale. Et il y a un besoin d'investissement évalué par le rapport Draghi à 800 milliards par an, 800 milliards d'euros par an. Mais ce besoin, il répond avec des mesures qui sont les mêmes, qui sont marquées par les mêmes défauts, à savoir maintenir la dépense au marché financier, puisque il propose de les emprunter, au lieu de faire fonctionner le crédit et la création monétaire de la Banque centrale européenne, et il propose de faire un pas de plus vers le fédéralisme européen. La réponse des dirigeants européens à la guerre commerciale, euh, elle est, je dirais, euh, lamentable. Voilà, et on peut la qualifier. Frédéric Bocara a parlé de comportement munichois, collaborationniste. Moi, je parle d'une capitulation en race campagne et d'une vassalisation acceptée, qui caractérise d'ailleurs l'attitude européenne depuis des années, depuis la construction en réalité. D'une part, ils veulent négocier pour baisser les droits de douane jusqu'à une zone de libre-échange complet, pose quand même des problèmes puisque ça s'est accompagné d'une désindustrialisation d'une partie importante de l'Europe. Ils veulent même incroyablement acheter pour 50 milliards de produits américains, dont le gaz issu de la fracturation, c'est-à-dire le gaz de schiste. Et ils entrent dans le mouvement de dérégulation, hein, imposé par les Américains, avec une attaque en règle sur tout ce qui avait été protection de l'environnement, des droits humains, sur la chaîne de production des multinationales, puisque la directive sur le devoir de vigilance des entreprises est en cause. Il y a la fameuse directive Omnibus qui doit simplifier la vie économique, mais qui en fait va réduire les normes. Je termine sur deux points, principalement. Quelles seraient les lignes directrices sur lesquelles pourraient se réunir des forces progressistes? D'abord, ni souverainisme et nationalisme au nom de la protection des peuples, ni libre-échangisme fou. Et sa traduction en Europe, ni repli nationaliste et renforcement des concurrences intra-européennes, ni fédéralisme au service du capital pour brider les peuples. Donc, une visée d'une mondialisation de co-développement pour l'ensemble de l'humanité, fondée sur développement des services publics, emploi, lutte contre la pauvreté, les inégalités et prise en compte des énormes problèmes climatiques. Bref, un développement des biens communs et de l'emploi. Pour cela, c'est la deuxième ligne directrice, il faut répondre aux besoins sociaux et écologiques en dégonflant la finance. Ceci, évidemment, répondre aux besoins passe par la dette, mais pas une dette auprès des marchés financiers, parce que cette dette-là alimente la finance et soumet l'ensemble de l'économie à des critères court-termistes, à des critères de rentabilité, et elle condamne à la fois les entreprises à des mauvais choix et à l'austérité pour les politiques publiques. Ça veut dire donc des financements sur création monétaire et qu'on réoriente dans le bon sens grâce à la sélectivité des crédits bancaires, hein. On avantage par des taux bas, voire des taux négatifs, les bonnes utilisations et on pénalise ce qui est utilisation financière et spéculative. Et ça veut dire, troisième point, une transformation des institutions.
et des règles internationales pour briser les rapports de domination et puis substituer la coopération à la concurrence, construire du commun. Ça veut dire modifier les règles de l'OMS, du FMI, de l'ONU. Ça veut dire qu'on s'oriente vers un commerce maîtrisé, des investissements internationaux maîtrisés, euh, qui doivent être mutuellement avantageux et développer l'emploi, les biens communs, la santé, l'éducation, le climat. Enfin, je pense que nous avons, nous, Européens, une bataille très importante à mener pour une autre Europe, parce que l'Europe pourrait et devrait avoir un rôle clé dans la construction d'un nouvel ordre international. Elle peut être la passerelle entre une économie dominée, l'Occident dominé par les États-Unis et le Sud global, qui recherche les voies de l'émancipation. Elle pourrait, donc, dans ce rôle de passerelle, en tant que porteuse d'un modèle social, en tant qu'actrice de la paix, elle pourrait jouer vraiment ce rôle crucial de transformation. Évidemment, l'orientation politique actuelle de suiviste et de vassale de l'économie américaine, de l'impérialisme américain est aux antipodes de cette direction. Mais je pense que nous devons nous battre pour des mesures concrètes qui peuvent euh, nous faire avancer dans cette voie. Par exemple, un fonds européen pour les services publics à gouvernance démocratique qui est compatible avec les traités, euh, des changements dans la sélectivité des crédits de refinancement des banques par la Banque centrale européenne. Ça existe déjà vis-à-vis des énergies fossiles. Il faut élargir les critères et que ça prenne en compte les mesures sociales et les critères d'environnement, faire sauter le verrou de l'austérité budgétaire. Voilà, je pense que j'en termine en disant que j'ai envie de citer la phrase de Danton. Voilà, de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace.